Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. L'Iran ne fait pas seulement face à un blocus en mer, il fait face à un effondrement dans la pièce même où les décisions sont censées être prises. L'homme qui est censé diriger l'Iran est dans le coma, pas métaphoriquement, pas politiquement, littéralement. Mojtaba Khamenei, nommé troisième guide suprême de l'Iran il y a seulement quelques semaines, est couché aux soins intensifs dans un hôpital de Téhéran, inconscient de sa propre nomination, inconscient de la crise qui consume son pays, inconscient que le régime qu'il a été choisi pour diriger se déchire dans les couloirs au-dessus de lui. Et dans le vide créé par son absence, quelque chose a commencé que personne à Washington, à Pékin ou à Moscou n'avait pleinement anticipé. Le propre président de l'Iran vient de réclamer publiquement la réouverture d'Ormuz. Son propre ministre des Affaires étrangères a annoncé que le détroit était ouvert à tous les navires commerciaux. Et le même jour où cette annonce a été faite, le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, a ouvert le feu sur des pétroliers. Le même régime, le même jour, deux ordres complètement opposés. Et la télévision d'État a qualifié le ministre des Affaires étrangères de stupide en public, à l'antenne. Ce qui se passe en Iran en ce moment n'est pas un gouvernement en crise. Même la machine de Truth Social de Trump aurait besoin d'un deuxième écran pour maquiller un tel niveau de contradiction sans sourciller. C'est un gouvernement qui a cessé de fonctionner comme une seule entité. 3 factions, 3 agendas, 3 séries d'ordres émis simultanément depuis la même chaîne de commandement. Et au-dessus de toutes, l'homme qui était censé prendre les décisions finales ne peut pas ouvrir les yeux. C'est le moment où tout converge. Le blocus à l'extérieur, l'effondrement à l'intérieur, l'échéance de demain, et 4 hommes qui se détestent depuis 1988 se battant maintenant pour le contrôle d'un État doté de capacités nucléaires sous les yeux du monde entier. Parce que ce qui se brise à Téhéran en ce moment est plus dangereux et plus lourd de conséquences que tout ce qui se passe à la surface du détroit d'Ormuz. Pour comprendre la profondeur de cette fracture, il faut comprendre à quoi ressemblait l'Iran avant le début de l'effondrement. La structure du pouvoir de la République islamique a toujours été complexe. Elle a toujours été construite autour de centres d'autorité concurrents, la présidence, le guide suprême, le CGRI, le Parlement, le Conseil des gardiens, chacun avec ses propres intérêts institutionnels et sa propre interprétation du mandat de la Révolution, mais cette complexité était gérée par une seule chose. La suprématie incontestée du bureau du guide suprême comme arbitre final de chaque décision importante. Ali Khamenei a occupé cette fonction pendant plus de 3 décennies. Quelles que soient ses limites personnelles, quelles que soient les tensions internes qui couvaient sous son autorité, sa présence au sommet du système créait un centre de gravité autour duquel tout le reste s'organisait. Quand les factions s'affrontaient, il existait une cour de dernier recours. Quand les agendas concurrents menaçaient de dégénérer en conflit ouvert, il existait une figure capable d'imposer une résolution. Le 28 février, cette figure a disparu. Une frappe conjointe américano-israélienne a éliminé simultanément Khamenei, le commandant du CGRI Pakpour, le chef des forces armées Mousavi, le ministre de la Défense Nazirzada et 48 hauts responsables. L'architecture de commandement de la République islamique, construite pendant 45 ans pour concentrer l'autorité finale dans une seule hiérarchie idéologique, a été décapitée en une seule opération. Mojtaba Khamenei, le fils d'Ali, a été nommé 3e guide suprême le 9 mars. Il devait assurer la continuité, combler le vide avant qu'il ne puisse être exploité, donner aux factions restantes un nouveau centre de gravité autour duquel s'organiser. Il est tombé dans le coma peu après sa nomination. La salle de contrôle d'un régime possédant des capacités nucléaires a été laissée vide. Et 4 hommes, élevés dans les mêmes casernes du CGRI dans les années 1980, endurcis par la même guerre, portant 4 décennies de griffes accumulées et d'ambitions concurrentes les uns envers les autres, sont entrés simultanément dans ce vide. Leosnomson Vahidi, Ghalibaf, Zolkadr et Rezai. Comprendre qui ils sont est essentiel pour comprendre pourquoi l'Iran ne peut actuellement pas parler d'une seule voix. Ahmad Vahidi est le nom le plus dangereux de cette liste. Il a commandé la force Al-Quds de 1988 à 1997, avant Soleimani. Il a un passé opérationnel personnel qui s'étend du Liban à l'Argentine, y compris une responsabilité de commandement dans l'attentat de 1994 contre le centre communautaire juif de Buenos Aires, qui a tué 85 personnes. Il fait l'objet d'une notice d'Interpol demandée par l'Argentine qui le suit depuis 3 décennies. Vahidi a été nommé commandant du CGRI le 1er mars. Sa vision du monde n'est pas compliquée. La guerre doit continuer.
Le détroit doit rester fermé. Les négociations avec les États-Unis doivent être rejetées. Pour Vahidi, chacune de ces positions n'est pas seulement correcte sur le plan idéologique, elle est nécessaire sur le plan institutionnel. Parce que telle est la réalité qui guide chacun de ces calculs. Le budget, le pouvoir, l'influence politique et la revendication de pertinence institutionnelle du CGRI dépendent tous de l'existence d'ennemis extérieurs et d'un conflit actif. En temps de guerre, le CGRI est indispensable. En temps de paix, l'énorme budget du CGRI devient une question politique. Ses réseaux de mandataires deviennent une responsabilité diplomatique. Son appareil de sécurité intérieure devient un obstacle à la normalisation économique. Toute sa raison d'être est remise en question par une population affamée et épuisée, à qui l'on a dit pendant 4 ans que les sacrifices étaient nécessaires pour des victoires qui ne se sont jamais pleinement matérialisées. Pour Vahidi, la paix n'est pas une option. C'est une menace existentielle pour tout ce qu'il commande. Mohammad Bagher Ghalibaf se trouve à l'extrémité opposée du spectre pratique, mais pas du spectre idéologique. En tant que président du Parlement et chef de la délégation de négociation à Islamabad, Ghalibaf est arrivé à une conclusion que Vahidi considère comme une trahison. La réalité économique est intenable. L'Iran absorbe 270 milliards de dollars de dommages de guerre. La monnaie est à son plus bas niveau historique. Les infrastructures ont été détruites, des zones industrielles d'Ispahan jusqu'aux installations portuaires de Bushehr et de Bandar Abbas. Les réservoirs de stockage sont pleins. Les puits de pétrole approchent du point où un arrêt forcé deviendra nécessaire. Ghalibaf n'est pas un réformiste. Il n'est pas pro-américain. Il n'est pas idéologiquement éloigné de la révolution qui a créé le système qu'il sert depuis 40 ans. C'est un survivant du régime qui calcule que le seul chemin vers la survie du régime passe par la négociation, le soulagement économique et un accord qui arrête l'hémorragie avant qu'il ne reste plus rien à sauver. La distinction à laquelle Ghalibaf lui-même pourrait résister, mais que les analystes qui l'observent comprennent clairement, est celle-ci. Il semble prendre le parti du peuple. En réalité, il essaye de sauver le régime en le positionnant aux côtés des demandes du peuple plutôt qu'en opposition à elles. La direction est la même que celle que veulent les Iraniens. La motivation est la préservation, pas la transformation. Le ministre des Affaires étrangères Araghchi se trouve aux côtés de Ghalibaf dans le camp des négociations, annonçant publiquement le 17 avril qu'Ormuz était ouvert aux navires commerciaux, dans une tentative de signaler aux partenaires internationaux que l'Iran s'orientait vers la désescalade. Il a été publiquement traité de stupide par les médias de sa propre armée le même jour. Et Pezeshkian, le président réformiste élu sur une plateforme de soulagement économique et d'engagement diplomatique, a publié le 20 avril une déclaration qui a atterri à l'intérieur du régime comme une détonation. Si le conflit continue, l'Iran fera face à une immense crise de reconstruction, des infrastructures en ruine, aucun financement, aucune stabilité des marchés. Il faut dire la vérité au peuple. La confiance envers le gouvernement s'érode. Ce n'était pas un document de politique publique. C'était une reconnaissance publique du fait que le coût de la guerre pour le peuple iranien est devenu intenable et que l'instinct de survie du régime doit l'emporter sur l'instinct de guerre du CGRI. Pour les durs du régime, c'était une déclaration de capitulation. Pour le peuple, c'était la première déclaration honnête venue de l'intérieur du régime depuis des années. C'est ce qui rend la collision entre ces factions plus explosive que n'importe quel différend interne iranien précédent. Pour la première fois depuis la Révolution, une faction du régime dit ce que le peuple dit depuis des années. Et la patience du peuple s'est épuisée depuis longtemps. La télévision d'État iranienne a diffusé un segment affirmant que 87% des Iraniens soutiennent la poursuite de la guerre. L'animateur et l'expert ont livré ce chiffre avec une conviction absolue. Aucun organisme de sondage n'a été nommé. Aucune méthodologie n'a été décrite. Aucune source de données n'a été citée. Les 87% ont été présentés comme un fait établi, de la manière dont seuls des chiffres inventés à des fins politiques peuvent être livrés avec une confiance totale. C'est le genre de chiffre qui rendrait jalouse une note de campagne pro-Trump. Énorme, simple, invérifiable, et livré comme si le volume pouvait remplacer la preuve. La réalité, mesurée par l'Institut de recherche indépendant Gamaan dans un sondage auprès de plus de 30 000 participants, est exactement l'inverse de la propagande. 63% des Iraniens disent que la guerre oppose le régime à Israël et n'a rien à voir avec le peuple. 44% tiennent le régime directement responsable de l'état du pays. 58% évaluent négativement la performance du régime. La majorité veut la paix, un soulagement économique et un changement structurel. L'écart entre les 87% de soutien à la guerre et les 63% de non-identification au régime n'est pas une divergence de sondage.
C'est la mesure d'un régime qui a perdu le contact avec la population qu'il prétend représenter. C'est le fossé entre ce que le CGRI a besoin que les gens croient et ce que les gens croient réellement. Et ce fossé s'élargit depuis que la mort de Mahsa Amini, en 2022, a déclenché des vagues de protestations qui ont presque déstabilisé tout le système. Les données de tendance de Gamahan montrent quelque chose d'encore plus important que l'instantané actuel. Le mouvement de l'opinion publique à l'intérieur de l'Iran s'accélère vers un changement de régime. Pas nécessairement une révolution, pas nécessairement une opposition organisée, mais une érosion soutenue de la légitimité perçue du régime qui approche du point où elle ne peut plus être gérée par la propagande seule. Galibaf et Pezeshkian le comprennent. Leur virage vers la position du peuple n'est pas une conversion idéologique. C'est l'équivalent politique d'un ingénieur en bâtiment qui voit les fondations se fissurer et recommande l'évacuation avant que la structure ne s'effondre sur tout le monde à l'intérieur. Vahidi ne voit pas cela ou cela lui importe peu. Parce que le calcul de Vahidi n'inclut pas la survie du régime comme valeur ultime, il inclut la survie du CGRI. Et ce n'est pas la même chose. Dans ce paysage interne fracturé, deux développements arrivent simultanément et accélèrent chaque pression vers un point de rupture. Le premier est le piège d'Ormuz qui se referme de jour en jour. Avant le blocus américain, l'Iran exportait 1 850 000 barils de pétrole par jour, presque entièrement vers la Chine, générant environ 150 millions de dollars de revenus quotidiens. Ces revenus finançaient les salaires des soldats, les opérations gouvernementales, le financement des réseaux de mandataires, toute l'architecture financière par laquelle la République islamique projetait sa puissance dans la région. Ces revenus sont maintenant à zéro. Plus précisément, ils sont négatifs, parce que le pétrole produit n'a nulle part où aller. Les capacités de stockage se remplissent. La pression dans les oléoducs derrière les réservoirs monte à des niveaux dangereux. Et selon des informations rapportées par Rudaw, l'Iran dispose d'une fenêtre de 10 à 15 jours avant de devoir commencer à fermer entièrement des puits de pétrole. L'arrêt d'un puits de pétrole n'est pas une décision réversible prise lors d'une réunion de comité. C'est un événement géologique aux conséquences permanentes. Quand la pression souterraine est libérée par l'arrêt d'un puits, des dommages s'accumulent dans le réservoir et peuvent réduire de façon permanente la capacité de production future du puits. Certains puits, une fois arrêtés dans ces conditions, ne peuvent pas être entièrement restaurés. Chaque jour où le blocus se maintient, la capacité de production pétrolière à long terme de l'Iran est réduite de manière permanente, aggravant les dommages économiques liés à la perte actuelle de revenus par des dommages à l'actif même qui générerait des revenus futurs, même après la conclusion d'un accord. Trump a affirmé sur Truth Social que l'Iran perd 500 millions de dollars par jour. Évidemment, le chiffre est arrivé par le canal habituel de Trump. Mi-estimation financière, mi-slogan de campagne, mi-feu d'artifice numérique. Le Fonds monétaire international signale un ralentissement économique mondial. Les marchés pétroliers intègrent le prix d'un blocus prolongé tout en réagissant à chaque rumeur de cessez-le-feu, et le détroit lui-même est devenu une manifestation physique de l'incohérence interne du régime. Le 17 avril, le ministre des Affaires étrangères Arakchi a annoncé qu'Ormuz était ouvert à tous les navires commerciaux. L'aile diplomatique tentait de signaler une certaine flexibilité aux partenaires internationaux avant le prochain cycle de négociations nucléaires. Le 18 avril, alors que le blocus américain continuait d'empêcher les navires d'atteindre les ports iraniens, l'Iran a de nouveau fermé le détroit. Pendant la brève ouverture, 5 navires de croisière et quelques cargos ont transité, puis le couvercle s'est refermé. Ouvert, fermé, ouvert, fermé. Chaque pays qui observe ce cycle tire la même conclusion. L'Iran a perdu la capacité d'exécuter une stratégie cohérente. Il ne peut ni se sortir du blocus par la force, ni s'en sortir par la négociation. Il ne peut pas envoyer un signal de désescalade sans que le CGRI contredise immédiatement ce signal par des tirs réels. Il ne peut pas maintenir la fermeture sans que les conséquences économiques s'accélèrent vers un point terminal auquel il ne peut survivre. Ormuz était l'arme stratégique ultime de l'Iran, la menace qui a gardé le monde nerveux pendant 40 ans, et il est devenu la cage de l'Iran. La deuxième pression venant de l'extérieur du pays peut être le développement le plus stupéfiant sur le plan diplomatique dans toute cette crise. Parce que la pression ne vient pas de Washington ou de Tel Aviv, elle vient de Pékin et de Moscou. Xi Jinping a appelé le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman et a déclaré explicitement que le détroit d'Ormuz devait rester ouvert au passage normal, le qualifiant de voie navigable internationale, dans l'intérêt commun des pays de la région et de la communauté internationale. Bloomberg a rapporté qu'il s'agissait de la position publique la plus explicite prise par Xi sur le détroit. Ce détail compte. Le dirigeant chinois a appelé l'Arabie saoudite, pas l'Iran, pour transmettre sa position sur le détroit. Pas son allié de 25 ans,
et pas le pays avec lequel la Chine a signé un partenariat stratégique global promettant des centaines de milliards d'investissements. L'Arabie saoudite, l'État du Golfe qui se trouve de l'autre côté de chaque calcul sécuritaire iranien. Le pays dont le pétrole circule librement à travers Hormuz tandis que l'Iran reste enfermé derrière le blocus. Le signal intégré dans ce choix d'interlocuteur est précis. La Chine dit à la région que sa priorité est la voie navigable, pas la République islamique. Que la sécurité énergétique de Pékin, sa stratégie commerciale en yuan, ses relations commerciales dans le Golfe, exigent tout un Hormuz fonctionnel, peu importe ce que décident les factions internes de Téhéran. Et que la Chine est prête à s'aligner publiquement avec les États du Golfe contre l'Iran pour rendre cette priorité claire. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a ensuite formulé une déclaration explicite. Hormuz doit rester sûr et ouvert. Pékin achetait 90% des exportations de pétrole iranien avant le blocus. Le partenariat stratégique de 25 ans entre la Chine et l'Iran promettait d'immenses investissements dans les infrastructures. Maintenant, la Chine fait publiquement pression sur son propre fournisseur pour qu'il cesse ce qu'il fait, parce que des navires chinois se faisaient tirer dessus par les forces iraniennes tout en étant simultanément saisis par les forces américaines. Et Pékin ne peut se permettre ni l'un ni l'autre de ces résultats. La Chine renforce indirectement Pezeshkian et Galibaf. Non pas parce que Pékin se soucie de la dynamique politique iranienne, mais parce que la sécurité énergétique de la Chine, sa stratégie monétaire et ses intérêts commerciaux dans le Golfe pointent tous vers la négociation comme seul résultat acceptable. La politique de guerre de Vaidi menace directement les intérêts économiques chinois et la Chine ne reste plus silencieuse à ce sujet. La position de la Russie est à la fois plus complexe et plus cynique. Le ministre des Affaires étrangères Lavrov est apparu au forum diplomatique d'Antalya et a condamné le blocus américain comme illégal, dans le même souffle où il a exigé un passage garanti et sans entrave pour les navires russes à travers le détroit. L'Iran a accepté. Lavrov a défendu le droit de l'Iran d'enrichir de l'uranium et a offert le soutien continu de la Russie à toute décision nucléaire que l'Iran choisira. Puis Lavrov a dit quelque chose qui a retiré toute ambiguïté à la performance. La Russie est prête à fournir des ressources énergétiques à la Chine et aux autres pays touchés par la crise. Voilà. La Russie joue la solidarité avec l'Iran tout en annonçant explicitement qu'elle est prête à remplacer l'Iran sur les marchés de l'énergie que l'Iran est en train de perdre. Chaque baril de pétrole iranien qui ne peut pas atteindre la Chine à cause du blocus est un baril que la Russie peut vendre à la Chine à un prix que l'Iran ne peut plus contester parce que l'Iran n'est plus sur le marché. La Russie profite économiquement de chaque jour où le blocus se maintient et où le pétrole iranien reste dans des réservoirs pleins sans nulle part où aller. Le soutien de la Russie à l'Iran est le soutien d'un concurrent qui a besoin que le récit du partenariat demeure crédible tout en profitant de la faiblesse de son partenaire. C'est le même calcul froid qui a tenu les navires de guerre russes à l'écart d'Ormuz pendant que Téhéran s'étranglait avec sa propre arme stratégique. Le résultat est que l'Iran, au moment où il est le plus vulnérable, a atteint un isolement géopolitique que même ses ennemis les plus déterminés n'auraient pas pu fabriquer par pression directe seulement. Les États-Unis sont l'ennemi déclaré. Israël est l'ennemi déclaré. Les États du Golfe sont adversaires depuis des décennies. Et maintenant, la Chine fait publiquement pression sur l'Iran pour qu'il recule. La Russie annonce publiquement qu'elle est prête à remplacer l'Iran sur les marchés que l'Iran est en train de perdre. Le réseau de mandataires du CGRI, l'infrastructure de projection de puissance régionale vieille de 40 ans, qui était l'expression concrète de la portée de la révolution, s'effondre simultanément. Les hauts dirigeants du Hezbollah ont été éliminés. Le Hamas a été écrasé à Gaza. Les Houthis sont en combat naval direct avec les forces américaines. Les fondations de l'influence régionale iranienne s'érodent sous une pression soutenue venant de toutes les directions à la fois. Vaidi ne voit pas la réalité stratégique que cela crée, où il a décidé que la survie institutionnelle du CGRI compte davantage que la position géopolitique de l'Iran. Ce calcul, appliqué depuis l'intérieur de la délégation de négociation par l'intermédiaire du député dur Mahmoud Nabavian, inséré dans les pourparlers d'Islamabad pour les saboter de l'intérieur, pousse l'Iran vers le seul résultat qu'aucune faction ne dit explicitement vouloir. L'effondrement stratégique total. Au centre de la tempête se trouve le détail le plus extraordinaire de toute cette crise. La figure qui arbitrerait normalement entre ces factions, celle dont Galibaf est censé obtenir l'approbation avant toute décision stratégique d'importance, est aux soins intensifs et incapable de communiquer. Chaque décision que prend Galibaf, chaque position de négociation avancée par la délégation d'Islamabad, chaque concession ou condition attachée au pourparlers est prise sous l'autorité d'un patient dans le coma. L'approbation est imaginaire, le mandat
est inventée. Toute l'architecture constitutionnelle par laquelle l'autorité du guide suprême se transmet vers le bas du système fonctionne sur la fiction selon laquelle Mojtaba Khamenei est conscient des décisions prises en son nom et les approuve. Pour Vahidi, cela crée une occasion. Chaque décision que Galibaf prétend autoriser peut être contestée. Chaque concession faite par l'équipe de négociation peut être déclarée non autorisée. Chaque accord signé par Araghchi peut être répudié par le CGRI au motif qu'aucune approbation légitime du guide suprême n'a été obtenue. Le coma n'est pas seulement un vide de leadership. Entre les mains de Vahidi, c'est un mécanisme de veto permanent qui peut être déployé rétroactivement contre tout résultat que les durs du régime n'aiment pas. Le parallèle que les analystes établissent prudemment et avec pleine conscience de ses implications est Moscou en 1924. Après la paralysie et la mort de Lénine, de vieux camarades qui avaient combattu ensemble dans la même révolution, qui connaissaient les dossiers et les échecs des uns et des autres depuis les années fondatrices, ont commencé à régler leurs comptes personnels sous le couvert de la succession idéologique. Le cadre public était l'avenir de la révolution. Le cadre privé était constitué de 40 ans de griffes accumulées entre des hommes qui s'étaient disputés les mêmes promotions, avaient commandé les mêmes unités, avaient déposé des accusations les uns contre les autres, et avait vu les carrières des uns et des autres monter et descendre dans les mêmes hiérarchies institutionnelles. Vahidi a échoué à Kermanshah en 1988. Rezaï a déposé les accusations. La police militaire a procédé à une arrestation. Galibaf commandait l'un de ses corps. Zolkadr, maintenant secrétaire général du Conseil suprême de sécurité nationale, était l'ancien supérieur de Vahidi. Les rôles se sont inversés. Les griffes, eux, n'ont pas disparu. Ce qui se joue à Téhéran n'est pas un politburo. C'est, comme l'a dit un analyste avec une précision dévastatrice, une réunion d'anciens élèves dotés de l'arme nucléaire. Et les comptes personnels réglés à l'intérieur de cette réunion déterminent si l'Iran négocie sa sortie de cette crise ou s'il escalade vers quelque chose que la région ne pourra pas contenir. L'échéance de cessez-le-feu fixée par Trump arrive demain, le 22 avril. Parce que dans la diplomatie à la Trump, même une horloge qui tourne semble parfois conçue moins comme une stratégie que comme un suspense taillé pour la caméra. Le vice-président Vance s'est rendu à Islamabad. Le deuxième cycle de négociations nucléaires est théoriquement prévu. L'Iran n'a pas confirmé s'il y participera. À l'intérieur de Téhéran, la décision concernant la participation n'est pas prise par un gouvernement uni, analysant ses options et choisissant la voie la plus rationnelle. Elle est contestée entre un président qui reconnaît publiquement que la guerre est devenue intenable, un président du Parlement qui veut négocier tout en surveillant dans son dos le couteau que Vahidi aiguise, un ministre des Affaires étrangères qui a été traité de stupide à la télévision nationale par son propre camp, un guide suprême comateux dont l'approbation est requise mais ne peut être obtenue, et un commandant du CGRI qui voit tout accord comme le début de la fin de tout ce que son institution a construit. Les 4 hommes qui dirigent l'Iran se connaissent depuis 1988. Ils connaissent les faiblesses des uns et des autres, les échecs des uns et des autres, les ambitions des uns et des autres, les dossiers des uns et des autres. Et ils jouent maintenant la dernière manche d'une compétition de 40 ans, avec pour enjeu la survie d'un régime, le bien, être de 85 millions de personnes, et la stabilité de la voie navigable la plus stratégique de la planète. Galibaf se demande s'il peut purger Vahidi par l'Assemblée des experts avant que Vahidi ne le renverse en premier. Vahidi se demande si le prochain pétrolier sur lequel il tirera sera celui qui éliminera entièrement les pourparlers d'Islamabad et fera s'effondrer la position politique de la faction négociatrice à l'intérieur du régime. Pezeshkian se demande si dire la vérité au peuple iranien donnera au régime assez de légitimité pour survivre, ou si la vérité elle-même accélérera l'effondrement qu'il tente d'empêcher. Et le peuple, dont 63% disent que cette guerre n'a rien à voir avec lui, pose la question à laquelle aucune faction du régime n'a de réponse confortable. Combien de temps devons-nous encore attendre? Voilà ce que le monde extérieur à Téhéran surveille dans les heures et les jours à venir. Si la faction de Galibaf peut consolider suffisamment d'autorité institutionnelle pour maintenir les pourparlers d'Islamabad en vie, si Araghchi peut survivre assez longtemps au fait d'être traité de stupide pour livrer un cadre, si la campagne de sabotage du CGRI peut être contenue avant que Vahidi ne plante assez de bombes à l'intérieur de la délégation pour la détruire, il existe une voie vers un accord. Pas un accord élégant. Pas un accord qui résout toutes les dimensions du conflit, mais un accord qui arrête l'horloge pétrolière avant que les puits ne doivent être fermés, qui fournit assez de soulagement économique pour prévenir le soulèvement intérieur que Galibaf voit venir et tente de rediriger, et qui donne à chacun, de tous les côtés, assez pour revendiquer la survie. Si Vahidi gagne cette guerre interne, s'il parvient à renverser Galibaf,
avant qu'un deuxième cycle de pourparlers puisse produire un cadre, si le monopole de guerre du CGRI se réaffirme contre le calcul de survie de la faction civile, il y a une autre voie, une escalade que personne ne contrôle pleinement, un détroit qui ne peut pas s'ouvrir parce que les factions capables de l'ouvrir ont été neutralisées. Un effondrement économique qui rattrape le régime plus vite que n'importe quelle opération militaire ne le pourrait. Et une conflagration régionale alors que les alliés de l'Iran font déjà pression sur lui pour qu'il arrête, que ses réseaux de mandataires s'effondrent déjà, que ses puits de pétrole commencent à s'éteindre, et 4 hommes de 1988 règlent des comptes personnels dans une pièce pendant que le pays brûle autour d'eux. Les États-Unis regardent, la Chine regarde, du côté des États du Golfe plutôt que du côté de Téhéran. La Russie regarde tout en se préparant à remplir le marché pétrolier que l'Iran est en train de perdre. Et 85 millions d'Iraniens regardent la propagande du régime affirmer un soutien à la guerre de 87%, tout en sachant, dans un chiffre documenté par des chercheurs indépendants, que 63% d'entre eux disent que cette guerre n'a jamais été la leur dès le départ. Le détroit d'Ormuz est ouvert pour 5 navires de croisière et s'est refermé. Les puits de pétrole ont 10 à 15 jours, l'échéance est demain. L'homme qui est censé prendre la décision finale ne peut pas ouvrir les yeux. Et les 4 hommes des casernes de 1988 n'ont presque plus de temps pour décider s'ils vont sauver le régime ou le détruire. L'un d'eux ne veut pas le sauver. Il veut préserver ce que le régime a construit pour le CGRI, peu importe le coût pour tout le reste. Son nom est Vahidi. Il a un dossier qui s'étend du Liban à Buenos Aires. Il commande la force qui tire sur des pétroliers pendant que le ministre des Affaires étrangères annonce la paix. Et demain, lorsque l'échéance arrivera et que le monde demandera si l'Iran vient à la table, c'est son calcul, plus que celui de quiconque, qui fournira la réponse. Le chaos est réel. L'effondrement s'accélère. Et l'homme dont le doigt est le plus près de la gâchette n'a aucun intérêt pour la négociation. C'est ce qui a stupéfié Washington. Pas la crise elle-même, mais l'homme au centre de celle-ci. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.